Cerno, une anti-enquête. Épisode 90. Il est 7h30 du matin et je vais à la gare du Nord où je vais prendre un train pour Liège car j'ai rendez-vous avec Vinciane Després, la philosophe qui a beaucoup travaillé sur la question des morts et de leur rapport avec les vivants. Et ce que j'aimerais, c'est lui raconter ce qui s'est passé le soir du réveillon, quand j'ai rencontré Irène et Mireille, et qu'ils m'ont raconté qu'ils avaient senti des présences dans leur appartement de la rue de la Fontaine-au-Roi, et qu'il s'est avéré que dans cet appartement a été commis un meurtre, et que Thierry Paulin en est peut-être l'auteur. Et je suis curieux de savoir ce que Vinciane Després va me dire. Je pense que je suis pas en avance là. Je prends la rue du Faubourg Saint-Denis, j'arrive à la gare du Nord. Je vois pas mon train. Ah si, 7h55, à destination de Cologne, voie 8. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord de cette Alice à destination de Bruxelles et Cologne. Le départ des trains est imminent, attention à l'intervention automatique des portes, attention au départ. Bon alors que quoi vous voulez? C'est quoi la vie? Quelle drôle de question. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Je fais ma lessive, je fais mon ménage. Je raconte ma vie comme d'habitude. Je trouve que ça dérange. La vie, elle est dégueulasse et tout ça, mais bon, c'est des gens qui savent pas vivre, c'est tout. Nous sommes au milieu d'un monde qui n'est pas toujours très beau. Éduquer, faire grandir devait être l'objet de sa vie. Connaître la vie des autres vous apporte. Oui, c'est très curieux la vie. Bla 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 bla. C'est quoi la vie? On peut pas vous dire ce qu'on sait pas. On sait qui c'est derrière. On vit sans vivre. Ouais. C'est ça la vie. Pour moi, c'est de la merde, non? Et je regrette de ne pas avoir vécu plus. Un homme s'est pendu. Soyons sur le qui-vive. Tu vas pas réussir dans la vie. Oh please. C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. Cerno. On verra bien où cette histoire me mène. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arriverons à Liège-Guillemins. Cet arrêt sera de courte durée. Voilà, je suis à Liège. C'est la première fois que je viens ici. Oh, c'est magnifique, la gare est ouverte sur la ville. Et je vais aller à pied chez Vinciane Després. Elle habite impasse de l'Ange. Je longe la Meuse. Je passe devant l'université de Liège. C'est très dépaysant. Et là, je vois qu'il y a un petit passage dans une maison. Impasse de l'Ange. J'emprunte un petit tunnel. Et j'arrive dans un endroit merveilleux. C'est une petite impasse avec des maisons en briques et des arbres partout. Il y a un chat noir qui passe devant moi, un monsieur avec une grosse échelle. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Hein. Non, je vous en prie. Ah, allez-y, pouvez Merci. Et tout seul, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça va, ça va. Ça va? Vous avez une grosse échelle? S'il vous plaît? Vous avez une grosse échelle? Oui, là, grand. Au docteur, là, au fond. Vous voyez, je répare ma corniche. Et là, j'ai pas accès, mais je vais chercher une plus grande échelle. C'est haut. Moi, je vais voir Vinciane Després. S'il vous plaît? Je vais voir Vinciane Després. Je connais pas. Elle habite au fond de l'impasse. Ah, c'est la dame du docteur. Non, c'est une philosophe. Ah oui, oui, ça, voilà. Vous la connaissez? Oh, pas bien, de vue. D'accord. Bon, bonne journée, monsieur. Bonne journée. Enchanté. Excusez-moi. Hein. Non, mais je vous en prie. Moi, c'est Julien et vous? C'est Jacques. Bonne journée. Merci, bonne journée. Alors, j'ai déjà interviewé Vinciane Després il y a 10 ans à peu près. Je faisais un documentaire pour France Culture sur le sujet des chiens. J'arrive au bout de l'impasse. Je pense que c'est là. Il y a encore le monsieur avec l'échelle. Bonjour. Alors, rebonjour. Je cherche Vinciane Després. J'ai rendez-vous avec elle. C'est ici? La Maison Bleue? Entrez. D'accord. Je rentre par là? Son mari. Oui. Merci. Vous êtes son mari? Oui. Ah d'accord, enchanté. Julien. Il y a un gros chien blanc. Alba. Bonjour. Bonjour, rentrez. Merci. Ça va? Oui, il y a beaucoup de désordre. Non, ça suffit. T'avais qu'à aboyer dès le début. C'est votre chien? Oui, c'est Alba. Alba, prends ton médicament. Allez, prends-le. Voilà. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous, Julien? Ça va, Ok, merci. très bien. Est-ce que vous voulez un café avant qu'on commence? Ah oui, très volontiers. Bon, grand, petit, avec du lait? Petit noir, s'il vous plaît.
J'arrive avec mon micro parce que j'enregistre tout. J'ai cru comprendre. Désolé pour cette irruption. Il n'y a pas de problème, mais vous êtes entre des transactions de près d'échelle. Oui, j'ai rencontré le monsieur dans la rue. Un voisin je crois qu'il débouche une corniche. Jacques. Ah, vous êtes déjà au courant de tout. C'est une arrivée discrète, je vois. J'ai demandé où était la maison de la philosophe. Il savait pas sans doute. Non, il m'a dit la maison du docteur. Ah voilà, c'est ça, c'est le docteur ici qui est Anne. Vous savez, la notoriété, c'est les docteurs ici. Ouais, c'est ça. Vous voulez un petit chocolat, un café? Ah, volontiers, ouais. Vous voulez un morceau de cramique? Ah oui, tiens, cramique, j'adore, avec merci. du beurre ou sans beurre? Sans beurre, c'est bon, merci. C'est mon petit déjeuner. Vous êtes né dans cette ville? Je suis née à Bruxelles, mais j'ai déménagé, mes parents ont déménagé quand j'avais 3-4 ans. D'accord. Ils sont venus s'installer dans la banlieue de Liège, à côté de Seraing, où j'ai grandi. Et puis après, les 4 dernières années d'études, je suis venue les faire à Liège, et puis je me suis installée à Liège, parce que j'aimais cette ville. Pourquoi vous l'aimez? Parce qu'elle est pleine de vie et de vie et de violence. C'est une ville qui est tout sauf romantique. C'est une ville extrêmement récalcitrante. C'est une ville où il y a un taux de pauvreté qui est assez caractéristique. C'est une ville qui garde la mémoire des luttes ouvrières. C'est une ville qui est très vivante. C'est une ville qui est extrêmement conviviale. Mais vous pouvez aussi bien vous faire casser la gueule parce que vous êtes soit 2h du matin, que vous êtes au mauvais endroit, et n'importe où peut être le mauvais endroit, que vous faire aider simplement parce que vous cherchez votre chemin. Prenez une carte et soyez perdu, vous verrez, vous aurez plein de gens qui vont venir près de vous. C'est une ville où il y a de l'humour, je veux dire, les gens sont ils sont prêts un peu à tout. C'est la ville où, vous savez, des gens comme Boudi Lanners, comme plein d'humoristes, pas seulement des humoristes, quoi, des artistes qui ont fait vraiment très fort en dehors des clous et qui ont fait vraiment dans l'humour, dans des formes d'humour, et pas d'ironie. C'est français l'ironie. En dehors des clous, vous dites. J'ai l'impression que vous aussi, vous pensez en dehors des clous. Moi, c'est parce que je me casse la gueule que je pense en dehors des clous, et je parle sérieusement. Ouais. J'essaye de commencer dans les clous parce que c'est là où on trouve le plus de choses, à l'origine. Et puis à un moment donné, je ne me rends pas compte que je sors des clous. Donc il n'y a pas de volonté de ma part de sortir des clous. Soit parce que je comprends mal, soit parce que je me suis trompée, soit parce que j'ai fait une faute d'interprétation et je me retrouve en effet en dehors des clous. Mais ce qui est heureux, parce que les clous, généralement c'est ennuyeux. Mais en dehors des clous, on a toujours des bonnes surprises. On ne s'ennuie pas, on est toujours avec une surprise possible. Et si elle n'arrive pas, ça veut dire qu'on a raté son coup. Bon, en tout cas, je vous remercie de me recevoir parce que j'imagine que vous êtes très occupé. Aujourd'hui, c'est terrible. J'ai une conférence pour laquelle je dois partir à Namur cet après-midi. Ouais. Elle est écrite, mais je dois encore la relire. Donc, voilà. J'espère que je vous dérange pas trop. On va dire non, on est très poli en Belgique. Bien sûr que vous me dérangez, mais ça fait partie du métier, c'est d'être dérangé. On ne peut pas assumer d'occuper des positions où on commence à avoir un peu de visibilité sans dire je veux ça et ne pas être dérangé. Ou bien alors, on prend des méthodes hygiénistes et on prétend qu'on a peur des microbes des autres, mais ça demande des stratégies plus élaborées que les miennes, donc j'ai fini par accepter. Puis on se connaît. Oui, on se connaît quand même depuis pas mal de temps et je connais votre travail. Et donc c'était difficile de dire non à un travail que je trouve passionnant et qui est aussi en dehors des clous. Si vous voulez bien, on va monter. Oui, je peux monter avec mon café? Oui. On va monter, on va aller dans mon bureau. Madame Alba, tu montes avec nous? Oui, bien. Allez, on monte, vas-y. Je vous avais interviewé sur le sujet des chiens, il y a 10 ans. C'est possible. Ouais. Allez, viens, on monte. Viens, on monte. Je monte avec toi. Elle ne me croit pas. Non, elle croit que je m'en vais et que je la fais monter pour pouvoir me barrer. Allez, on monte, vas-y. Donc là, on emprunte un petit escalier de bois. Voilà, c'est mon bureau, chambre d'amis. Chambre d'Alba. Ah, bureau, chambre d'amis. Et chambre d'Alba. Alba nous surveille. C'est drôle. C'est drôle que votre chienne s'appelle Alba. Je vais vous raconter pourquoi. Oui. Asseyez-vous sur la chaise qui vous convient. Donc, il y a 10 ans, je vous avais interviewé sur le sujet des animaux, parce qu'habituellement, vous avez longtemps travaillé sur les animaux, et en 2015, vous avez publié un livre sur les morts. On peut dire ça comme ça? Oui.
Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet? Les morts? Oui. Pour des raisons personnelles et de curiosité, il y avait les deux. Normalement, mes sujets ne sont pas personnels. J'ai perdu plusieurs personnes dans ma vie, mais il y a une perte qui a été plus difficile que les autres, on va le dire comme ça, qui est la perte de ma petite sœur en 2003. Et bon, je m'apprêtais à faire ce que tout le monde fait, le mieux possible et le plus courageusement possible, c'est-à-dire sauter l'épreuve comme un bon athlète en épreuve de la vie que nous sommes tous. Et donc je m'apprêtais à faire ça très convenablement. Et puis il y a eu des petits trucs qui se sont passés, qui faisaient que l'épreuve n'était pas si simple, ça n'allait pas de soi. Et la première chose qui n'allait pas de soi, c'était la réaction de certains psys. Non pas à mon égard, mais à l'égard du mari et des enfants de ma petite sœur, quand par exemple une psy a dit au mari, lui avait demandé, mais vous avez dit à vos enfants où elle était leur maman, et il avait dit, j'ai dit comme on dit chez nous, j'ai dit qu'elle était au ciel et qu'elle veillait sur eux, et la psy avait répondu d'un ton un peu sec, mais vous ne pouviez pas répondre ça, vous deviez dire que vous ne savez pas. Et j'avais très 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 mal vécu ce vous ne savez pas, parce que je me disais, mais bien sûr qu'on ne sait pas, c'est certain, mon beau-frère, en disant que leur mère est au ciel, dit qu'il ne sait pas. Mais il invente à partir de ce non-savoir. Il invente une réponse qui est culturellement acceptable et avec laquelle les enfants pourront faire quelque chose. Et la psy nous a imposé, donc d'une certaine manière, des formules laïques. Et j'avais trouvé que c'était extrêmement violent. Et moi-même, je me posais la question, c'était quel type de présence accorder à ma sœur. Donc pour moi, c'était pas, elle est au paradis, elle veille sur les enfants, bien que je trouvais la réponse. Et que moi-même, j'adhérais à cette réponse face aux enfants. Mais la question pour moi, c'était vraiment de dire, mais quel type de présence est-ce que les morts ont encore? Est-ce que le fait qu'on fasse quelque chose pour eux change quelque chose, et ça change quoi? Comment est-ce qu'on les fait exister? Qu'est-ce que les gens font pour les faire exister? Et je me suis dit, visiblement, il se passe quelque chose, je vais m'intéresser à la manière dont les morts continuent à agir dans la vie des vivants. J'ai le temps, les moyens, je peux me permettre une enquête là-dessus. Et très étonnamment, mais vraiment très étonnamment, je suis tombée chaque fois pratiquement sur des gens qui disaient « Ah mais ça c'est très intéressant ça !» Parce que figurez-vous, moi, mon père, moi, ma mère, moi, ma cousine, ou bien moi-même, et les gens me racontaient des histoires, on me disait vous devriez aller rencontrer un tel, tiens, vous allez voir, ça va être super. Oh, vous devriez lire tel livre. Vous vous laissiez guider parce que les gens vous disaient et vous conseillaient en fait. Voilà, parce que les gens ils connaissent bien en fait. Tout le monde a quelque chose à dire. Voilà, alors faire avec les morts, il y en a beaucoup qui avaient été confrontés. Et puis je me suis dit, mais tout compte fait, tous ces bons conseils, je vais m'imposer une règle, c'est je suis obligée de les suivre. Tout ce qu'on me conseillera de faire, tout ce qu'on me dira de lire, tout ce qu'on me demandera de rencontrer, sauf si je sais que les gens n'ont pas compris quel était mon propos, du style si on me dit vous devriez aller au Mexique, non, puisque c'était chez nous. On sait bien qu'au Mexique, donc je veux dire, j'allais pas aller faire du tourisme post-mortem, c'est chez moi que je voulais simplement voir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça a été dans les réflexes, évidemment, tu devrais aller à Madagascar, tu devrais aller au Mexique et tout. Et ça, c'est les réflexes de gens un peu frileux qui pensent qu'il vaut mieux que ça n'existe. Ils disent ça n'existe pas chez nous parce qu'ils pensent qu'il vaut mieux que ça n'existe pas chez nous, mais c'est très bien pour les autres. Et donc, j'ai suivi tous les conseils, ce qui m'a fait faire des choses absolument invraisemblables, du style, que je n'aurais pas imaginé. Aller chez les spirites, moi, j'aurais pas tellement eu envie d'y aller. Je trouvais que c'était quand même un peu trop fantasque. Vous avez assisté à des réunions où on appelle les morts ? Ouais, en tout cas, on les laisse venir. Alors, ce sont des formes de convocation, mais des convocations soft, en quelque sorte. C'est les morts qui se font convoquer ou qui se sentent convoqués. Il y a ça dans ma propre ville, donc j'ai pas dû aller très loin. J'aurais pu aller à Lyon, où c'est beaucoup plus spectaculaire, où il y a beaucoup de monde et tout. Mais j'avais dans ma propre ville, donc je me suis dit que pour un coup d'essai, ce qui ne s'est avéré d'ailleurs pas être un coup d'essai, parce que j'y suis allée une fois et j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'y suis retournée pratiquement toutes les semaines. Et j'y suis retournée d'autant plus joyeusement toutes les semaines que quand mes amis, mes collègues, philosophes, psychologues, des amis d'amis, etc., apprenaient que j'y allais, ils m'ont demandé s'ils pouvaient m'accompagner. Ils n'avaient pas besoin de ma permission, c'est entrée libre, mais je pense qu'ils voulaient aller avec quelqu'un, d'une certaine manière qui leur permettait de se dire « Ah mais on y va pour de la recherche, donc la curiosité n'est pas trop sulfureuse, hein, c'est une chercheuse, donc voilà. » Et peut-être aussi parce que j'avais mis comme condition pour ceux qui m'accompagnaient, j'avais dit « Je suis d'accord que vous m'accompagnez, puisque vous faites une demande, donc moi je vous fais une demande aussi. On passe 1 heure après ensemble et on en discute. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, comment est-ce que vous décririez
ce que vous avez fait, et on fait une discussion, et tout le monde reste, je vous demande 1 heure de votre temps. Et les gens étaient ravis, évidemment. Et donc, ça a donné des discussions extrêmement riches, parce qu'il y avait des avis contradictoires, et qu'on a réalisé, par exemple, que le fait de rationaliser ce que certains avaient tendance à faire, tiens, comment la médium a-t-elle deviné que, comment a-t-elle deviné que le fils est mort d'un accident, comment le médium a-t-il deviné qu'il s'agit d'un suicide, comment, etc., etc., ça peut se rationaliser. Et on a remarqué, par exemple, que quand on était dans un groupe de confiance, si quelqu'un rationalisait, ça ne jetait pas de l'eau froide sur la tête de tout le monde. Pourquoi ? Parce que les personnes qui rationalisaient se disaient « je sais que je peux rationaliser parce qu'il y aura toujours un contrepoint qui viendra me proposer une autre version et les deux ne s'excluront pas ». Même si elles disent des choses très différentes. Et ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de la présence des morts avec les gens, ils essaient de donner une explication rationnelle. Pas souvent, mais c'est vrai que, je vais dire, si vous lancez une discussion sur ce qui s'est passé, pour décrire ce qui s'est passé, à un moment donné, le réflexe de rationalisation va émerger chez l'un ou chez l'autre, ne fût-ce que pour diminuer le malaise. Vous n'excluez aucune version, aucune explication. Alors, c'était ça le travail que je faisais avec ces groupes, c'était de montrer que la multiplicité des versions était plus intéressante que d'en garder une seule. Et qu'une version rationalisante n'est dangereuse que si elle est seule et qu'elle prétend neutraliser les autres. C'est ça qui fait toute la différence. La rationalisation est une version intéressante parce que c'est nos réflexes à nous. Parce que ça nous permet aussi c'est Descola qui disait ça, que les Blancs avaient inventé le symbolique pour ne pas devenir fous. Et le symbolique, c'est par exemple une façon de rationaliser. Si vous dites que c'est symboliquement qu'on convoque le mort, c'est symboliquement qu'on nourrit le mort quand on jette un peu de vodka ou de riz ou de vin par terre, mais ça veut dire que si c'est symbolique, ça veut dire que le mort n'existe pas vraiment. Le symbolique est une façon très polie pour les anthropologues ou les modernes de dire que c'est des foutaises et qu'ils n'y croient pas. Mais le symbolique sauve. Alors on dit, mais symbolique, c'est qu'on ne comprend pas, mais ça nous permet de dire que, voilà. Parfois, les explications sont psychologiques aussi. On dit, son père lui est apparu la nuit parce qu'il lui manque et on dit, elle n'a pas fait son deuil. Voilà. Alors ça, ce type de rationalisation-là, par contre, là, j'ai plus de difficultés. Pourquoi ? Parce que dans les rationalisations, de dire, il y a des rationalisations qui sont relativement respectueuses de la qualité des événements et de la situation. Et il me semble que les rationalisations psychologiques n'ont pas ce type de respect. Parce qu'on prétend mieux savoir que les gens ce qui leur arrive, ce qui pour moi c'est déjà une très mauvaise façon de vouloir prétendre faire une pratique scientifique, la psychologie étant une pratique scientifique. Donc de savoir mieux que les gens et d'utiliser cette pratique pour la détourner, pour prendre le pouvoir sur la psyché des gens, comme on le fait quand on dit « Ah ben oui, mais son père lui est apparu, mais enfin bon, il avait le désir, ça a permis de le consoler, etc. » Et c'est insulter les gens. Les gens, ils font des choses bien plus malignes que ça. Si la personne, par exemple, voit son père en rêve, elle va pas vous dire, elle pourra vous dire elle-même « Il est possible que je suis un peu déprimée pour le moment, mais il n'est pas impossible aussi que mon père décide d'intervenir pour m'aider dans ma déprime. » Et elle vous tient les deux discours en même temps. Et elle aussi entre les deux. Mais si vous dites seulement cette personne a une hallucination parce que c'est comme ça que sa dépression, voilà, etc., ben vous appauvrissez totalement cette histoire. Je dirais, rares sont les gens à qui ça arrive qui procèdent par appauvrissement d'histoire. Moi, j'ai jamais vu. En tout cas, ne sont venus me trouver et m'apporter leurs histoires que les gens qui trouvaient que c'était intéressant que je fasse une recherche là-dessus. C'est-à-dire des gens qui continuaient à considérer que ce qui leur était arrivé était une énigme et continuaient à susciter quantité de questions comme toutes les énigmes. Une énigme, on ne la résout pas. Donc ça veut dire, et ça c'est Grégory de Laplace qui me l'a appris ultérieurement, les gens qui voient des fantômes deviennent étrangers en ce monde. C'est-à-dire que vous ne serez plus jamais tout à fait dans le même monde que les autres. Il y a quelque chose que vous avez vécu, que les autres n'ont pas vécu, et qui vous fait penser que le monde n'est pas tout à fait le même que celui que vous aviez quitté avant votre expérience. Alors vous parlez d'énigmes. Je suis venu vous voir pour vous demander votre avis, peut-être des conseils, sur quelque chose qui m'est arrivé. Alors je ne sais pas si ma démarche est la bonne, vous allez me dire. Déjà, ça fait 3 ans que je travaille sur une affaire criminelle qui a eu lieu dans les années 80.
Et ça fait longtemps que je pense à vous, parce que j'avais lu votre livre déjà, Au bonheur des morts, avant de commencer cette enquête, et j'avais toujours l'envie de vous interviewer. Et là, quelque chose m'en a donné l'occasion, récemment. Je travaille sur l'affaire Thierry Paulin, ça vous dit quelque chose ? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Non, le Thierry Paulin que je connais doit être encore vivant, j'espère en tout cas pour lui, mais... C'est qui ? Alors, il y a eu deux Thierry Paulin, je veux dire, que je connais dans mon entourage. Je crois qu'il y en a eu un qui était joueur de football, si mes souvenirs sont bons, je crois. À moins qu'il n'était entraîneur, enfin, j'y connais rien du tout, mais je vois un ballon de football quand on me dit le mot Thierry Paulin. Et il était le frère aîné d'une fille qui était dans ma classe. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu, c'est parce que j'avais 12-13 ans quand je l'ai rencontré. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il avait un très grand nez, voilà, Thierry Paulin. Je vois encore son visage, j'ai 12 ans, je vois son visage, parce que c'est le grand frère d'une fille de ma classe, c'est tout. C'était où ? À Liège ? Ouais, à Seraing. Il allait à l'école à Seraing. Et l'autre, vous me disiez, il y a deux Thierry Paulin ? Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est lié au football, mais là, j'ai pas plus d'idées que ça. Il est belge aussi. Alors, Thierry Paulin, c'est le plus grand tueur en série français. Ah, d'accord. Dieu seul, oui, les Français, ça ne doit pas être le frère de mon ami, à moi qui l'ai demandé. Il a tué dans les années 80, on ne sait pas très bien, entre une trentaine et une quarantaine de femmes, de vieilles femmes. De vieilles femmes ? Et moi, j'ai commencé à travailler sur cette enquête parce que je me suis rendu compte que son complice et amant, Jean-Thierry Mathurin, avait habité dans mon immeuble près de la gare du Nord à Paris. Et j'ai commencé à repartir, à enquêter. J'appelle ça une anti-enquête parce que j'ai pas de but. Je cherche pas l'efficacité, mais je cherche en fait peut-être à tirer tous les fils qui se présentent à moi. Donc je pars sur les traces des victimes, parce que comme c'était un tueur en série, c'était des vieilles femmes. Et son ami était lui-même complice. Et le soir du réveillon, il y a des amis qui me disent « Mais viens, on va chez Irène et Mireille, qui sont des amis à Pantin, et qui nous invitent, viens avec nous, ça te fera sortir, etc. » J'y vais. Que je la fatigue avec mes questions et elle me dit « Et toi, tu fais quoi ?» Je dis « Je fais un podcast. » Elle me dit « Ah bon, sur quoi ?» Et je lui dis « Sur une affaire criminelle. » Et elle me dit « Ah, c'est drôle parce que là où on habitait avant, dans le 11e, avec Mireille, voilà l'histoire. Je voulais avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ma présence ici est justifiée ou pas ? J'avais envie de vous en parler. Alors, il y a deux choses dans cette histoire. C'est que déjà, eux-mêmes ont eu vent de l'histoire quelque part avant de savoir ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'ils m'ont raconté ça à moi. Il y a Alba qui veut nous dire quelque chose. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que quand je suis arrivé chez Irène et Mireille, ce soir du réveillon, ils avaient deux chats, dont une chatte blanche qui s'appelait Alba. Ah, voilà. Voilà la chatte blanche Alba. Voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est par quelle connexion tout ça s'est passé. Par le chat Alba et la chienne Alba, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Si on disait que si vous êtes venu jusqu'ici, c'est parce que... Je suppose que vous saviez que j'ai une chienne Alba qui est blanche ou bien... Ah non. Vous ne saviez pas, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le sait, parce que je vais dire maintenant... Vous l'écrivez, vous le racontez ? Les mécanismes de promotion de mon travail se font avec Alba. Les journalistes souhaitent mettre... un peu de douceur autour de ma personne. Alors moi, je ne le savais pas. Donc vous ne le saviez pas. Alors là, ça devient intéressant. Ce qui est intéressant dans cette histoire, on peut le prendre par où on veut. Moi, j'essaye toujours de prendre par le fil le plus extérieur. Pourquoi ? Parce que frontalement... C'est quoi ce bruit ? Ah, l'échelle qu'on remet contre le mur. Ah oui, c'est Jacques. C'est Jacques. Jacques, que j'ai jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, qui est venu en France, il a toute grande échelle. Et qui remet l'échelle et c'est le mur là. Ah ben il y va lui. Ce que j'essayais de dire, c'est quand on prend les choses frontalement, très rapidement, on risque de se retrouver avec j'y crois pas, c'est du hasard, c'est pas du hasard, etc. Alors qu'on peut le prendre par des chemins buissonniers. Il y a des bons chemins buissonniers pour moi. Dans ce genre d'histoire, ce sont les signes. C'est-à-dire, pourquoi ? Comment est-ce que je pourrais le dire ? J'ai envie de le dire de 10 000 manières. D'abord parce que mon expérience me dit qu'en suivant les signes, on s'amuse. Si vous voyez deux choses qui normalement n'ont qu'une connexion, n'ont qu'un rapport, mais que vous vous dites, mais si, mais il y a un rapport évident entre une chatte blanche qui s'appelle Alba et une chienne blanche qui s'appelle Alba. Oui, c'est évident. Mais comment est-ce que ces deux signes, d'une certaine manière, pourraient avoir influencé le fait que vous vous retrouviez un jour dans mon bureau, chambre d'Alba, chambre d'amis,
Ben, peut-être que les Alba ont une connexion d'une manière ou d'une autre. Et là, ça demande qu'on la construise, cette connexion. Qu'est-ce que le chat Alba sait de cette histoire en plus? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos amis, Mireille et Irène, à propos de comment le chat, lui, il vit tout ça? Parce que les chats, on dit, ils perçoivent des choses que nous ne percevons pas, et ça, c'est évident. Qu'est-ce que c'est que les signes? Ben, ça veut dire qu'on a trié le réel autrement. Alors, il y a une deuxième raison de passer par exemple, par les deux Alba, et leur blancheur, et le fait que ce sont des animaux, et des animaux domestiques et familiers, etc., etc. C'est de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui est semblable dans cette histoire? Comment est-ce qu'on va connecter cette histoire en prenant d'abord qu'est-ce qui est semblable? Et donc, c'est un fil qu'on peut tirer entre un chat blanc qui s'appelle Alba et une chienne blanche qui s'appelle Alba, et de se dire, tiens, mais il y a quelque chose qui guide. Vous savez, les historiens chinois disaient, il y a des événements qui aiment aller ensemble. Si vous dites qu'il y a des événements qui aiment aller ensemble, ça veut dire que vous allez avoir des connexions de temporalité qui vont se chevaucher. Et qui est-ce qui nous arrive et avec les animaux et avec les morts? Les morts ont vécu leur vie, nous ne savons pas où ils sont, nous ne savons même pas s'ils sont. Moi, j'ai jamais pris position par rapport à ça, mais le fait qu'ils continuent à être avec nous, ça veut dire qu'il y a des conjonctions de temporalité qui se mettent en désordre. Alors, par rapport à cette énigme, donc on peut suivre la piste en me disant que vous avez été peut-être guidé par l'attractivité d'un chat blanc qui vous a envoyé, sans que vous le sachiez, retrouver une chienne blanche. Et puis, moi j'ai passé la semaine dernière, une bonne partie de la semaine dernière, avec Christine Berger, l'ethnologue qui a travaillé sur le spiritisme. Elle dit très clairement, ce que moi je ne dirais pas, mais elle dit clairement, je ne crois pas à la vie après la mort, mais je sais qu'il se passe des choses qui ont ce faux semblant d'une vie après la mort, parce qu'il y a des gens qui savent capter des choses que d'autres ne captent pas. Fin de la première partie. À suivre. Il y a des gens qui savent capter des choses que d'autres ne captent pas.